Bienvenue sur Public Sénat, merci de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir, voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur la colère des agriculteurs qui va de nouveau s'exprimer demain. La FNSEA et les jeunes agriculteurs appellent à des rassemblements. Les raisons de cette colère, l'agribashing, les arrêtés anti-pesticides et les projets de traité de libre-échange. Sont-ils trop seuls face à la transition écologique demandée par tous ? #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons, comme tous les jours, en salle des conférences pour recueillir les réactions d'autres sénateurs et sénatrices. Et ce sera avec vous, Fanny Conqui. Oui, on sera avec Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine. Il a signé hier une tribune dans le journal du dimanche, une tribune pour demander la création d'un pôle de gauche au sein de la majorité présidentielle. On en parle avec lui dans quelques minutes. Et on en saura plus avec vous. Merci, à tout à l'heure Fanny. Avant tout cela, notre match des idées. Il va donc opposer dans un instant Nathalie Moret à Pierre Jacquemin. On va parler politique et stratégie. Ce qui se passe à droite est intéressant. Le rassembleur Christian Jacob a pris les rênes du parti LR il y a tout juste quelques jours. Pourtant, c'est Bruno Retailleau qui fait des propositions, qui donne son point de vue dans beaucoup de médias sur deux sujets, principalement le communautarisme et la radicalisation. Le parti a-t-il donc choisi sa ligne ? Est-ce bien celle de la droite sénatoriale ? On va se poser ces questions avec nos invités. D'abord, les explications de Cécile Sixou. Aux dernières européennes, on les disait moribonds, mais en une semaine, les LR semblent avoir repris du poil de la bête. Ils reviennent en force dans le débat public en proposant des lois ou des commissions d'enquête sur des thématiques qui font leur identité. Il y a la proposition d'un texte sur l'interdiction du port du voile par les accompagnatrices scolaires, une commission d'enquête sur la radicalisation ou dernière en date, la loi que proposera Bruno Retailleau sur l'interdiction des listes communautaristes aux élections. Pour le politologue Benjamin Morel, il s'agit, à quelques mois des municipales, de reprendre la main sur son électorat. Il ne faut pas oublier qu'aux dernières européennes, l'électorat de centre-droit a basculé pour une grande partie d'entre lui chez Emmanuel Macron, sur la liste menée par Nathalie Loiseau, et qu'une autre partie a voté utile contre Emmanuel Macron pour la liste de Jordan Bardella. Eh bien, il s'agit pour la droite, d'une certaine façon, de s'adresser à ses électeurs en les ramenant à ce qui fait une forme d'identité de cette droite-là. Une stratégie pour retrouver ses électeurs qu'avait tenté Laurent Wauquiez, mais qui n'avait pas porté ses fruits. La présidence Laurent Wauquiez, au-delà même des thématiques qu'il abordait, était contestée. Et donc pour une partie de ses adversaires, lui reprocher ces thématiques, c'était également une façon de le contester en interne. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans le même schéma. On a un parti sans vrai chef, sans présidentiable affirmé, on va dire, à la tête du parti. Donc à partir de là, il peut y avoir des discours de LR pour lesquels certains présidentiables ne s'engageront pas, mais qu'ils peuvent laisser couler avec l'idée qu'en le contestant, ils ne contestent pas un futur concurrent. La droite semble aussi profiter des divisions que provoquent ces thématiques, et principalement celle du voile au sein de la majorité présidentielle, mais aussi du vide laissé par Emmanuel Macron sur les questions de laïcité et d'islam. Le président avait promis un discours à l'automne dernier qui a été repoussé à cause des Gilets jaunes. Et avec nous donc pour ce match des idées, Nathalie Moret, bonsoir. Bonjour. Bienvenue, journaliste politique au groupe EBRA, et Pierre Jacquemin, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Bonsoir. Regard, auteur de Ils ont tué la gauche. Merci à tous les deux d'être ici. À la lueur de tout ce qu'on vient de voir, Pierre Jacquemin, vous diriez que la droite sénatoriale a durci sa ligne, est en train de durcir sa ligne ? Oui, plus généralement, d'ailleurs, j'aurais presque envie de dire que, d'une manière générale, l'ensemble de l'échiquier politique est en train de durcir sa ligne. C'est Marine Le Pen qui donne le ton, et évidemment, hélas, d'ailleurs, le gouvernement le premier tombe dans le panneau à essayer de répondre aux problématiques de Marine Le Pen par les réponses que Marine Le Pen apporte elle-même. Fermeture des frontières, loi liberticide, loi antiterroriste, débat sur l'immigration, organisé à l'Assemblée nationale. C'est elle qui est en train d'imposer le tempo, et là où je trouve que la droite aurait eu tout intérêt, effectivement, à repenser son logiciel politique, en tout cas sa doctrine et sa colonne vertébrale, c'était sans doute vers un retour justement à la droite sociale humaniste telle qu'on a pu la connaître sous Chirac ou même sous De Gaulle, la droite gaulliste. Et aujourd'hui, je crains qu'effectivement la stratégie qui consiste à courir derrière les pas de Marine Le Pen n'a pas été franchement couronnée de succès, notamment aux dernières élections européennes. On a bien vu que la stratégie qui était celle de François-Xavier Bellamy, qui était une stratégie très conservatrice, très presque européenne, parce que c'était même ça qui était question, c'est de ça dont il était question dans le débat. On ne peut pas dire que ça a été très, très, très important. Ensuite, j'entends effectivement les parlementaires, et notamment la sénatrice qui a voulu déposer une loi dans le cadre du débat qui a eu lieu autour de la question du voile.
pour interdire notamment les femmes qui portent un voile. Ça avait été voté au Sénat. Hein, oui, ça a été voté. Mais justement, pour interdire les femmes de sorties scolaires, je trouve que c'est ne pas connaître les réalités des quartiers. Il y a certains quartiers où il n'y aurait pas de sortie scolaire si les femmes, en l'occurrence de confession musulmane, qui portent le voile. D'où cette proposition que ce soit les mairies qui proposent des accompagnateurs et plus de parents. Oui, mais donc ça dépend de quelle société on a envie. Mais si on veut une société qui exclut plutôt qu'une société qui intègre et qui fait participer l'ensemble des citoyens justement à ce que doit être l'école extrascolaire, je pense que voilà, c'est de ça dont il est question. Mais la manière dont on stigmatise encore une fois les femmes voilées sans leur laisser d'ailleurs la parole, parce qu'on les a quand même très peu entendues dans ce débat, est assez problématique. Et surtout, ça les met en danger. Ouais, il a tout à fait raison dans ce qu'il dit, à savoir que les femmes voilées, et particulièrement les mamans voilées qui accompagnent les sorties scolaires, ce sont les seules que nous n'avons pas entendues depuis 15 jours. Moi, ça me pose un problème, personnellement. Et effectivement, j'irai aussi dans votre sens en disant que c'est une méconnaissance du terrain, puisque les sorties scolaires, depuis 2004, encadrées, donc la loi de 2004 qui interdit le port du voile à l'école, sont encadrées de façon très régulière par des femmes qui portent le voile, et ça ne pose très objectivement aucun problème. Je pense que dans ce... Alors pourquoi cette stratégie de cette droite sénatoriale qui En fait, on confond deux choses, je pense. On confond le port du voile pour les sorties scolaires qui, dans l'immense majorité des cas, ne pose problème à personne. Et on confond ça, ce fait-là, avec le fait qu'il y a une montée des communautarismes dans plusieurs quartiers. L'un n'est pas le symptôme de l'autre. Mais non, parce que encore une fois, ça se passe bien depuis 2004. Donc, et il faut décorréler ça, le fait que ça se passe bien, du fait qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui portent le voile, et comme étant le signe d'une radicalisation certaine dans certains quartiers. Mais ce sont deux choses différentes et forcément qui appellent des solutions différentes. Et comme c'est un débat extrêmement touchy, on ne peut pas en parler dans la société française sans hystériser le débat. Or, il me semble que ce sont des sujets suffisamment graves où on a besoin justement de se poser et d'observer les choses. D'où cette question sur cette prise de position un peu étonnante de la droite sénatoriale qui semble durcir cette ligne, alors que c'était un peu la ligne Wauquiez qu'on pensait qu'on avait tourné la page. C'est pas très étonnant, il y a deux choses. Il y a d'abord, la droite est un parti, au sens le parti LR est un parti complètement à terre. Je vous rappelle qu'ils ont fait 48% du jamais vu aux dernières élections européennes et que le nouveau patron, c'est Christian Jacob, qui est très étiqueté Assemblée nationale. Et en face, il y a quelqu'un qui n'a pas candidaté pour être patron du parti, qui s'appelle Bruno Retailleau, qui est ici patron des sénateurs LR et qui veut marquer son territoire. Parce que lui, il n'a pas dit qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle dans 2 ans. Donc on voit clairement, il y a deux choses. Il y a d'abord un problème régalien sur lequel la droite s'est toujours exprimée et de façon assez unanime. Oui, ils sont contre le port du voile pour les sorties scolaires. Et de l'autre, en sous-titre, il y a le leadership de la droite. Oui, et Bruno Retailleau ne veut pas donner, ne veut pas laisser le leadership totalement à Christian Jacob. Plus que Christian Jacob, qui est quand même le nouveau patron des LR. Christian Jacob, là, il est en train d'organiser le parti. Il est élu simplement depuis 10 jours. Il a quand même beaucoup de travail dans l'exécutif à faire, l'exécutif du parti. On sent aussi quand même que la perspective des élections municipales participe aussi de cette surenchère à allez, je ne sais pas si on peut appeler ça un racisme anti-musulman, mais au moins une islamophobie rampante, et notamment dans les rangs des parlementaires. Moi, j'ai entendu Éric Ciotti expliquer que le voile était le début du terrorisme. Je ne sais plus quelle était sa phrase exacte, mais cette confusion, en fait, qui consiste à dire islam égale, voile égale islam égale islamisme égale terrorisme, est assez grave, ou en tout cas assez dangereuse, je pense. Mais je pense qu'effectivement, la perspective des élections municipales va contribuer à ça. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, notamment aussi, de son côté, pour le gouvernement, a bien en tête qu'il y a une centaine de villes, notamment des grandes villes de France de plus de 100 000 habitants, je crois que c'est Perpignan, qui pourrait basculer à l'extrême droite, qui pourrait basculer dans les mains de Marine Le Pen. Donc je pense qu'il y a aussi ça qui se joue derrière tout ça, et donc il faut montrer qu'on serait plus responsable. Il n'est pas tombé dans la surenchère concernant le voile des accompagnatrices scolaires. Pour le coup, il s'est bien prononcé contre Emmanuel Macron. Certes, il s'est prononcé contre avec quand même quelques péripéties, ou en tout cas quelques prises de parole individuelles, que ce soit des parlementaires avec Aurore Berger ou Jean-Michel Blanquer, qui alimentent un débat qui n'est pas un débat serein, qui n'est pas un débat que je trouve, en tout cas le débat est pris par le petit bout de la Lordienne, c'est-à-dire considérer que le voile serait le danger imminent aujourd'hui en France, alors que la France continue de vendre des armes en Arabie Saoudite. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Qu'est-ce qui est le plus grave? Quel est le danger le plus important? Mais encore une fois, voilà, je pense que cette stratégie n'est pas la bonne, et je crains qu'à gauche, d'ailleurs,
quand on entend les parlementaires, je me souviens de Marie-Noëlle Lienemann qui s'était abstenue, notamment sur la proposition qui avait été faite de voter pour l'interdiction des femmes qui portent le voile pendant les sorties scolaires. Donc tout ce débat-là n'est pas apaisé et il n'y a pas non plus d'autres voix dissonantes qui se font entendre. Donc je pense que ça laisse libre cours à tout ce débat qui consiste à dire voile égale radicalisation égale terrorisme. Et donc je pense que ça n'est pas sain et ça n'est pas juste pour le débat et certainement pas juste pour ces femmes qui sont mais libres de porter le voile ou pas. Il ne s'agit pas de dire on est pour ou contre le voile, il s'agit de dire on vit dans un esprit de liberté avec la loi sur la laïcité qui donc donne la permission aux femmes et qui donne le droit et la liberté des femmes de porter le voile. Il est autorisé pour les femmes qui portent un voile d'accompagner les sorties scolaires. Et ça, c'est pas souvent répété, mais c'est pourtant la réalité, ça existe et ça que sont... Deuxième thème de ce match, le bras de fer entre l'exécutif et les cheminots qui semble aller un peu au-delà de l'accident des Ardennes. L'ampleur et la soudaineté de ce droit de retrait lui ont donné une dimension très particulière et la réaction de l'exécutif a été tout aussi soudaine et d'une fermeté assez rare. Écoutez. J'ai demandé à la SNCF d'examiner toutes les suites qui pouvaient être données, et notamment les suites judiciaires, car il n'est pas acceptable, je le redis, que le détournement de la loi mette autant de Français dans des situations extrêmement dommageables et parfois extrêmement critiques. Et le sens de ma présence ici avec le secrétaire d'État, c'est de rappeler que nous sommes dans un pays où la loi doit être respectée, où la loi sur la grève dans le service public doit être respectée. Nathalie Moret, on a tous été un peu frappés par la fermeté affichée d'Édouard Philippe, très rapide après ce droit de retrait. Qu'est-ce qu'il faut voir derrière? Est-ce qu'il se joue autre chose, évidemment, que cet accident terrible qui a eu lieu dans les Ardennes et ce droit de retrait? Chacun marque son territoire, là aussi, en vue d'un conflit bien plus large et bien plus profond. Droit de retrait, je pense qu'il faut entendre droit de retraite. C'est quand même pas loin. Et il y a effectivement, derrière ce droit de retrait et derrière l'angoisse d'un certain nombre de cheminots qui ont opposé leur droit de retrait, le fait on est en pleine négociation sur les retraites et qu'il y a un régime spécial à la SNCF et c'est effectivement tout à fait dans leur esprit. Vous disiez qu'on a été surpris. Il faut se remettre dans le contexte et c'est samedi, la France était totalement bloquée. Elle l'avait déjà été une partie de la journée de vendredi. Vous n'avez pas été surprise par la fermeté? Poursuite judiciaire? Non, parce que je pense même que... les cheminots ont été surpris. Oui, moi j'ai pas été surprise que le Premier ministre monte complètement au créneau parce que justement il s'agit d'un droit de retrait effectivement dans les faits que le gouvernement conteste et dans la mesure où le gouvernement le conteste, il a tout à fait dans son esprit le fait qu'il y a autre chose derrière et dans cette perspective-là, le Premier ministre voulait absolument stopper court et en disant attention, on a bien compris ce qui se joue derrière et nous on est là. Mais parler de sanctions financières, on avait un peu l'habitude, parler de sanctions judiciaires... Mais c'est quasiment mécanique dans la mesure où il n'y a pas de droit de retrait. Si c'est confirmé, il ne s'agit pas pour moi de le dire, ça va être tranché, ça c'est pas tranché. Mais s'il n'y a pas de droit de retrait, il y aura forcément sanctions financières. Donc voilà. Après, le gouvernement montre les muscles dans un moment où socialement c'est extrêmement tendu. Il est dans son rôle. Moi, je pense que la fermeté, ou en tout cas la rapidité avec laquelle le gouvernement s'est exprimé, a à voir aussi avec une bataille de l'opinion. C'est-à-dire qu'effectivement, le gouvernement a voulu prendre les Français par les sentiments en disant regardez ces méchants gauchistes, ces méchants syndicalistes. C'est pas tout à fait dit quand même. Je le résume un peu à ma manière, je le confesse. Mais regardez ces méchants syndicalistes qui bloquent les Français qui ne pourront pas partir en vacances. Donc je pense qu'il y a eu cette bataille de l'opinion que le gouvernement a voulu gagner. Maintenant, effectivement, comme bien des mobilisations sociales en ce moment, que ce soit la mobilisation, je pense, en faveur, ou en tout cas dans l'accompagnement des migrants qui viennent en aide aux migrants, on a eu une réponse judiciaire qui s'est faite avec le délit de solidarité. Il y a eu les militants qui se mobilisent pour inaction climatique contre le gouvernement qui se retrouvent devant les tribunaux. Et je pense aux Gilets jaunes, évidemment. Donc réponse judiciaire à tout. C'est beaucoup aujourd'hui. Le politique, les politiques, ceux qui nous gouvernent ne répondent plus par une réponse politique, ils répondent par une réponse judiciaire. Donc ça commence à devenir un tout petit peu problématique, d'autant plus que le débat sémantique sur droit de retrait ou grève aujourd'hui surprise, il y a une réponse qui est apportée. D'abord, c'est le droit du travail. C'est un droit qui est donné aux salariés d'une entreprise quand ils considèrent que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Ils peuvent faire valoir leur droit de retrait. C'est le cas précisément pour la SNCF, puisqu'ils expliquent aujourd'hui que conduire un train tout seul, sans personnel à bord, c'est dangereux. On le voit avec cet exemple-là, effectivement tragique, qui a eu lieu dans les Ardennes. C'est pas le cas pour les intercités, pour les Ouigo, d'où la position du gouvernement. Bien sûr, mais quand on sait que 70% aujourd'hui des chemins, des TER, 80 même peut-être 80% des chemins, des TER circulent avec une seule personne à bord qui est responsable de tout, qui est donc responsable
responsable de la conduite, responsable de la sécurité des passagers et responsable de la plupart des choses, finalement, puisque même la loi qui a été votée il y a un an va maintenant contraindre les conducteurs à enclencher le départ du train. Il n'y aura plus de chef de service dans les gares. Tout ça participe justement d'une volonté de dire aux Français, d'alerter les Français, attention, vous n'êtes pas, la sécurité n'est pas garantie aujourd'hui dans vos trains. Et je pense que c'est ça qui est difficile à entendre pour un usager qui n'a rien pu faire vendredi et samedi. Je pense que l'usager peut entendre aussi qu'il préfère savoir que les personnels qui ont connaissance des dysfonctionnements tirent la sonnette d'alarme sur les conditions de sécurité des passagers. Ça n'a pas gêné les membres du gouvernement, ça a gêné les usagers. Mais ça a gêné les usagers. Il y a aussi des usagers qui ont dit aussi aux cheminots merci de faire en sorte. Écoutez les cheminots. Moi j'ai entendu des cheminots qui m'expliquaient qu'ils avaient reçu des messages de soutien. Évidemment, il y a un mécontentement et il est logique le mécontentement, ça passe. Après les cheminots, ils n'étaient pas responsables de l'accident qui a eu lieu 3 jours avant les vacances. Et une dernière chose, parce que c'est assez important pour le souligner quand même, l'inspection du travail reconnaît elle-même que le droit de retrait est raisonnable et tout à fait légitime. Même l'Alsace, l'inspection du travail d'Alsace a même demandé à la RATP de ne plus faire circuler les trains avec un seul conducteur. D'ailleurs, la SNCF reconnaît, parce que dans sa mise en demeure, la direction de la SNCF de faire refonctionner les trains, ça a été partout sauf en région Ardennes, enfin Champagne-Ardenne. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a un problème et je pense qu'elle c'est même pas nié par la SNCF. En revanche, le vrai souci, c'est de savoir si est-ce que c'était possible, et c'est la justice qui le tranchera, d'arrêter l'ensemble des trains, y compris là où il y a des contrôleurs. Il n'y avait pas de danger imminent, parce que le gouvernement l'a vraiment joué cette carte. Je vous répète juste les mots, cette fois, de Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport. Nous sommes face à une grève surprise, hors de tout cadre légal. Les mots sont quand même très clairs, alors qu'il s'agit a priori d'un Mais droit de retrait. ils prennent un risque assez important, le gouvernement. Lequel ? Parce que là, je vais vous le dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura fait la démonstration, du coup, comme ils veulent aller devant les tribunaux, c'est le tribunal prud'homo qui vont devoir répondre à est-ce que c'est une grève surprise ou un droit de retrait. On a déjà l'avis des inspecteurs du travail qui disent oui, vous aviez raison, c'est tout à fait légitime d'exiger le droit de retrait. Si les tribunaux donnent raison aux syndicalistes, c'est la SNCF qui va devoir payer justement des amendes. C'est de l'ordre de 10 000 euros par personne mobilisée dans le cadre de ce droit de retrait. Donc il faut faire attention et j'ai cru comprendre en tout cas que le gouvernement avait privilégié l'idée dans les régions de mener des petites négociations pour pouvoir justement lever ce droit de retrait. Donc on va bien voir que dans les jours à venir, un certain nombre de demandes et d'exigences qui ne sont pas encore des revendications salariales pour les cheminots, ce sont des revendications de sécurisation encore une fois et qui a des grandes chances d'aboutir, je le crois. La fermeté du gouvernement, elle s'explique aussi parce qu'il y a cet appel à la grève reconductible à partir du 5 décembre. Et on voit bien que le bras de fer, il est déjà en place. Il y a d'un côté les syndicats qui disaient attention, voilà, vous voyez ce qui peut vous attendre à partir du 5 décembre. Et le gouvernement qui dit vous voulez jouer à ça ? Voilà, on est dans un jeu de communication qui parle aussi à l'opinion. Parce que l'enjeu, c'est, et pour les syndicats et pour le gouvernement, à qui aura le soutien de l'opinion à partir du 5 décembre. C'est ça qui s'est beaucoup joué ce week-end. Un week-end qui n'est pas complètement anodin. C'est le week-end des départs en vacances de toutes les zones en même temps. Donc c'est juste pour bloquer la France. Ce qui peut se passer à partir du 5 décembre. Et on l'avait déjà vécu un peu avec la grève de la RATP, un vendredi de la rentrée où on a vendredi 13 C'est vrai, je pense qu'il faut malheureusement pas tout mélanger parce que quand on écoute les syndicats, d'ailleurs je crois que c'est la CFDT qui l'a expliqué, que le mouvement qui s'est opéré la semaine dernière n'émane pas des syndicats, c'était des décisions qui ont été prises individuellement dans les régions et c'est devenu un mouvement national. Ensuite ça a été soutenu par les syndicats, donc ça dépasse aussi la mobilisation syndicale. En revanche, évidemment, il est en train de se jouer aussi le rapport de force avec les mobilisations à venir, avec la grande mobilisation qui est attendue du 5 décembre. Évidemment, se joue ce rapport de force-là et c'est aussi pour ça qu'il y a une grande fermeté, voire une grande autorité de ce gouvernement à dire attention. Les limites, quoi. Et voilà, on connaît les limites. Troisième et dernier thème de ce match, c'est cet appel à un pôle de gauche au sein de la majorité. Plus de 70 élus, militants, parlementaires ont signé un manifeste à lire dans le journal du dimanche, que vous avez peut-être lu. Il y a plusieurs mois déjà, on avait appris que Jean-Yves Le Drian avait été missionné pour constituer cette aile gauche de la Macronie. Eh bien, elle semble prendre forme. De quoi s'agit-il exactement ? On va demander à l'un des signataires, ici même au Sénat. C'est le sénateur Xavier Iacovelli qui est à votre micro. Fanny Conquis. Xavier Iacovelli, vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine. Vous avez signé hier dans le journal du dimanche une tribune pour créer, je cite, un pôle de gauche indépendant de la République en marche au sein de la majorité présidentielle. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce pour créer un parti de gauche comme Agir à droite ?
Alors pour l'instant, la question n'est pas là. On n'en est pas à créer un parti politique. Pour l'instant, c'est une sensibilité au sein de la majorité présidentielle. On s'inscrit dans la majorité présidentielle, dans une coalition, on va dire, avec les différentes sensibilités que compose la majorité d'Emmanuel Macron. Quel est l'objectif? Pour vous, ça tangue un peu trop à droite, le parti présidentiel? Je ne dirais pas que ça tangue à droite. Je pense qu'on a besoin que ça tangue à gauche. En tout cas. Et c'est vrai qu'on a l'acte 2 du quinquennat qui est important. On voit aussi une montée des populistes, une montée de l'extrême droite. Et donc on a besoin de réaffirmer l'urgence climatique que le Premier ministre avait affirmé lors de son discours de politique générale et qui m'avait du coup poussé aussi à m'abstenir. L'urgence climatique, la montée des populistes, c'est aussi des éléments qui sont importants pour nous et qu'on souhaite défendre au sein de la majorité présidentielle. Et donc concrètement, quelle forme ça peut prendre? Un parti? Non, vous m'avez dit plutôt un mouvement? Pour l'instant, c'est un mouvement, une sensibilité au sein de la majorité présidentielle. Ce n'est pas encore un parti. Alors, on va parler de vous. Où est-ce que vous vous situez, vous, personnellement, puisque vous avez quitté le Parti Socialiste, c'est ça, vous m'avez dit hier. J'ai quitté mes responsabilités au sein du Parti Socialiste au mois de juillet dernier, suite notamment au vote d'abstention lors du discours de politique générale du Premier ministre. Et j'ai quitté officiellement, pour clarifier les choses simplement, auprès d'Olivier Faure, mon adhésion en tant que simple militant, mais j'ai démissionné donc hier auprès d'Olivier Faure. Je pense que c'était important vis-à-vis aussi des militants, vis-à-vis du parti politique qui m'a accueilli pendant 17 ans. Je le quitte avec émotion, ce parti politique. C'était ma famille politique pendant 17 ans. Et donc je pense qu'il était nécessaire de clarifier ma position. Dernière question, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de rejoindre La République En Marche, vu que vous demandez le soutien de La République En Marche pour les municipales? Vous êtes candidat à Suresnes, je le rappelle. Oui, alors moi vous savez, ce qui faisait ma particularité au sein du Parti Socialiste, c'était peut-être ma liberté de ton. Sauf que quand on est adhérent d'un parti politique, on est moins libre. Et donc en l'occurrence, moi je suis heureux d'avoir récupéré ma liberté. Je m'inscris dans la majorité présidentielle, mais je reste libre. Merci Xavier Iacovelli d'avoir répondu à ma question. Merci beaucoup Fanny. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, ça vous semble clair, Nathalie Morel? Votre tête en dit non. Alors, non, je vois bien ce qu'il tente de faire, effectivement. Alors, dites-le nous, parce que c'est pas tout à fait déjà, clair. On va recommencer du début. Emmanuel Macron, il a été élu en 2017 avec, grâce aux électeurs... Un socle de gauche. Grâce aux électeurs du Parti Socialiste qui n'étaient pas en phase avec le programme de Benoît Hamon. Voilà, donc on va dire plutôt l'aile droite, tous les valsistes déçus, on va dire. Il se trouve que depuis son élection, il gouverne avec des ministres issus de la droite, le premier d'entre eux, pour ne pas le citer, Édouard Philippe, et que tout ce qu'il fait, c'est à peu près ce qu'il y avait dans le programme de tous les candidats de la primaire de la droite. Donc, son socle électoral s'est un petit peu déplacé et il a un socle électoral aujourd'hui qui vient du centre droit. Pour être élu en 2022, ce socle de centre droit ne suffira pas et il faut qu'il récupère le socle du centre gauche. C'est ce qu'il essaye de faire et il a demandé à Jean-Yves Le Drian, qui y travaille depuis des mois, et aussi à Olivier Dussopt, qui est son secrétaire d'État à la fonction publique. On voit d'ailleurs qu'il y a énormément de signataires parmi les 76 qui ont signé, qui viennent de la région du sud-ouest, du sud-est. Il y a des gens de la Drôme, des gens de l'Ardèche, etc. Donc justement pour essayer de créer un réseau d'élus qui soit là en soutien à la politique d'Emmanuel Macron, comme il y a eu la même chose à droite. Christophe Béchu, qui est le maire de... Moi, je ne pourrais pas vous aider. Bon, c'est pas grave, on va trouver. On va regarder. Voilà, Laval, qui est le maire de Laval, a signé une tribune avec 72 maires en soutien LR, ou anciens LR, en soutien de la politique... Angers. Voilà, ils ont c'est pas loin, c'est pas très loin. En soutien de la politique d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça qui est en train de se jouer. Alors effectivement, l'Express dit s'être procuré le message envoyé sur Telegram par le secrétaire d'État, Olivier Dussopt, dont vous parliez, à des membres de la majorité pour leur expliquer un peu ce qui se passe. Et voilà ce qui est écrit. Quelques éléments sur cette initiative que Jean-Yves Le Drian et moi avons pilotée sur commande. Il s'agit de rassembler dans la majorité des élus locaux venus de la gauche et souhaitant participer à la réussite du quinquennat, entre parenthèses, comme l'a fait Christophe Béchu avec des élus de droite. Exactement. Vous l'avez lu, ce SMS. Voilà. Non, j'en étais pas destinataire, mais je l'avais pas lu non plus. Mais bon, voilà, c'est assez clair, quoi.
Pierre Jacquemin? Moi, je trouve que tout ça relève assez du vieux monde, en tout cas relève d'une démarche intellectuelle assez malhonnête, parce que d'abord sur la forme, ça fait 6 mois qu'ils travaillent à rassembler des élus de gauche. Il y a plus de 35 000 communes aujourd'hui en France. Ils arrivent à réunir 75 personnes pour dire aujourd'hui il faut un pôle de gauche. Ça me paraît assez faible. Par ailleurs, je parle de malhonnêteté intellectuelle parce qu'Emmanuel Macron s'est fait élire sur le ni de droite ni de gauche, ou le et de gauche et de droite. Donc au final, on a bien vu qu'Emmanuel Macron avait quand même mené une campagne et eu aussi à gouverner, en tout cas à incarner une présidence de droite. Et aujourd'hui, son électorat est clairement de droite. Je ne crois pas que l'électorat de gauche, je ne crois pas que l'électorat de gauche soit en capacité aujourd'hui de se mobiliser autour. Même les valsistes, comme le disait Nathalie Moret, même cette aile droite. Tous ces gens-là, que ce soit les amis de Manuel Valls ou une bonne partie de ceux qui avaient déjà fui le Parti socialiste ou même une partie d'Europe Écologie Les Verts, avaient déjà fait, s'étaient déjà convertis, c'était déjà plus ou moins mis en retrait du Parti socialiste ou d'Europe Écologie Les Verts. Donc c'est pas une grande. De la même manière, quand effectivement les élus de droite avaient fait avaient donné leur bénédiction à la politique d'Emmanuel Macron en quittant les Républicains, ou en tout cas en se mettant en retrait pour soutenir la politique d'Emmanuel Macron, on savait déjà qu'il y avait cette intention-là. Mais bon, pourquoi une malhonnêteté aussi? Parce qu'on voit très bien qu'un certain nombre de ces élus vont briguer des mairies dans les prochaines élections municipales, et que donc ils ont tout intérêt, en tout cas au titre de leur élection, à se revendiquer d'une politique qui est celle d'Emmanuel Macron, puisque ça va être un déploiement de forces considérables qui vont pouvoir, des ministres, les accompagner, les conduire vers l'élection peut-être d'une municipalité. Donc je trouve que ça fait très vieux monde. Au passage, on a un Xavier Iacovelli qui lâche le PS officiellement, qui démissionne, qui nous l'annonce. Heureusement qu'on finit par avoir un certain nombre de clarifications. C'est vrai qu'Emmanuel Macron a eu au moins ce mérite-là, c'est d'avoir amené l'échiquier politique à se renouveler et il s'est tellement renouvelé qu'aujourd'hui plus personne ne sait vraiment où qui habite. Ça continue 2 ans après. Et ça continue encore 2 ans après, et ça risque de continuer encore beaucoup, je pense. Hélas, sous le feu, ou en tout cas sous la contrainte de l'opportunisme tel qu'on peut le connaître. C'est pour ça que je parle de vieux monde. Après, la seule petite, on va avoir une petite note positive pour Emmanuel Macron. C'est vrai que, quand j'ai regardé la liste des personnalité qui était en soutien maintenant dit de gauche à Emmanuel Macron, il y a beaucoup d'élus locaux, ce qui lui manquait quand même beaucoup dans son entourage, et qu'on lui a souvent reproché d'avoir une absence d'ancrage local. Allez, on va lui donner ce petit satisfait-ci, même si quand on lit aussi la tribune du JDD de ces élus dits de gauche, on voit que dans leur priorité, il y a la question de la pression migratoire, disent-ils. Je ne sais pas de quelle pression migratoire disent-ils, et aussi ils souhaitent que l'Union européenne se recentre sur la question identitaire et de l'armée, ce qui ne me paraît pas relever de thématiques franchement de gauche. Nathalie Moret, pour conclure. Je pense qu'on est en train d'assister là en ce moment, et en tous les cas ce sera le cas pour les prochaines élections municipales, à peut-être la fin, mais à un épisode supplémentaire de la recomposition politique. Je pense qu'effectivement les prochaines municipales vont être un moment déterminant là-dessus. Un certain nombre d'élus locaux qui sont signataires de cette tribune ont quitté le PS, le font sans doute par calcul, au sens où ils n'auront peut-être pas de marcheurs face à eux, mais quand même ça participe de la recomposition pas de la recomposition, de la décomposition qui se poursuit du paysage politique français. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. LPL continue, place à notre grand débat. On va s'arrêter sur la grogne des agriculteurs. Ils redescendent dans la rue demain. Plusieurs syndicats les appellent à manifester devant les préfectures. Le 8 octobre dernier, ils étaient 10 000. Ils dénoncent des revenus en baisse, une stigmatisation permanente, des accords commerciaux déloyaux, ce sont leurs termes. L'exécutif en fait-il assez? On va ouvrir le débat dans un instant avec nos invités, après les explications d'Aurélien Romano. La mobilisation des agriculteurs devrait prendre une nouvelle forme demain, avec une journée nationale de mobilisation devant les préfectures. Depuis déjà plusieurs semaines, les opérations de blocage ont lieu dans différentes régions, comme ici à Toulouse, il y a 2 semaines. Car en plus des problèmes déjà anciens, les bas salaires dus au bras de fer avec les distributeurs, les normes trop abondantes, le malaise agricole est accentué par la stigmatisation ressentie du fait des préoccupations écologiques. Comment voulez-vous qu'on soit incité à rentrer dans le métier d'agriculteur quand tous les jours vous vous faites insulter au coin de votre champ, quand tous les jours il y a des ONG qui se permettent de mettre le feu à vos exploitations ou de casser vos exploitations? Et comment voulez-vous qu'un jeune ait envie de s'installer quand on va lui dire qu'il va gagner moins de 500 € par mois? Un malaise qui se matérialise par la multiplication d'arrêtés anti-pesticides. Harcelés par certains groupes de défense de la nature, les agriculteurs se sentent maintenant lâchés par les hommes politiques, voire même les consommateurs. Une nouveauté car d'ordinaire, les citoyens ont une bonne image, presque une image d'Épinal, des paysans. Aujourd'hui, on subit un terme qui s'appelle l'agribashing,
en termes anglais, et qui dit aujourd'hui qui stigmatise les agriculteurs. On sent que les gens ne supportent plus rien en fait. On va déplacer du matériel en campagne, on se fait agresser. Il y a des gens on va moissonner à 11 h du matin, on dérange, ça fait du bruit. Il va falloir que les gens nous fassent confiance, que les politiques arrêtent de nous brimer, arrêtent d'instaurer la peur auprès des gens qui malheureusement ne connaissent plus notre métier. Autre problème de fond, les accords de libre-échange comme le CETA avec le Canada attisent la colère des agriculteurs qui demandent à Emmanuel Macron de tenir un discours plus positif sur l'agriculture française. Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Sophie Primas, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR des Yvelines, co-auteure du rapport sur le monde agricole face aux défis de l'agribashing, et vous êtes l'ancienne présidente du groupe d'études sur l'économie agricole alimentaire du Sénat. Merci d'être ici. Cyrielle Denartic, bienvenue. Bonjour. Vous êtes géographe, spécialiste des liens entre agriculture, alimentation et changement climatique, responsable agriculture et alimentation au sein du réseau Action Climat. Bienvenue à vous également. Christophe Naudin, agriculteur céréalier dans l'Essonne. Bienvenue. Vous êtes président de l'APAD, Association de la promotion de l'agriculture durable. Et Eddy Fougier, bienvenue à vous également. Vous êtes politologue, spécialiste des mouvements protestataires. Merci donc à tous les quatre. Christophe Naudin, ils étaient 10 000 les agriculteurs le 8 octobre dernier. 2 mouvements en 15 jours. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose d'historique qui est en train de se passer, qu'il y a une colère assez inédite, sans précédent chez les agriculteurs ? Oui, je pense qu'en effet, il y a une colère, il y a surtout un malaise sans précédent, parce qu'aujourd'hui, on arrive dans un monde, on est incompris, je pense, aujourd'hui. On continue de faire notre travail très bien, je pense qu'on produit une alimentation saine. Et aujourd'hui, il y a une déconnexion, je pense, totale entre le consommateur et l'agriculteur qui produit sa nourriture. Sans doute parce que peut-être qu'on a mal communiqué, peut-être qu'il faut justement inverser cette tendance-là pour mieux communiquer, et donc pourquoi pas les inviter aussi sur nos fermes pour leur faire découvrir comment on produit aujourd'hui nos matières premières. Voilà, c'est un discours qu'on entend beaucoup, Cyrielle Denartig. Je voudrais vous lire le témoignage de Vincent Guyot, céréalier dans le nord de l'Aisne cette fois. Et lui, il nous dit « C'est la première fois que je manifeste en 18 ans de carrière. Je ne suis pas syndiqué à la FNSEA. Depuis longtemps, je suis engagé dans des démarches de communication positive, telles que Agri Demain, Passion Céréales. Mais là, je n'en peux plus. J'en ai marre d'entendre chaque jour des accusations infondées à mon encontre et à celle des agriculteurs. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je me sens finalement assez peu concernée par cette question d'agribashing, étant donné que le réseau Action Climat, on représente 22 associations environnementales nationales de solidarité. Et on a des demandes pour transformer en profondeur le système agricole et alimentaire, en faisant des demandes très précises en termes de politique publique, dans l'intérêt de tous, en fait. À la fois parce qu'il y a une urgence climatique. C'est plus une question de futur, c'est vraiment une question de présent. On a besoin de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Mais vous voulez dire que vous ne faites pas d'agribashing, que vous ne remettez pas en question les agriculteurs, que vous ne les atteignez pas personnellement ? J'ai pas dit ça, mais ce que je voulais préciser d'abord, c'est que les demandes qu'on porte, elles se font à la fois pour des raisons d'urgence climatique, mais aussi parce que les agriculteurs sont les premiers impactés par les aléas climatiques. On l'a encore vu cet été, c'est vraiment terrible ce qui se passe du point de vue de la sécheresse, mais c'est aussi parce que le modèle agricole et alimentaire aujourd'hui commence à être à bout de souffle du point de vue des revenus agricoles, de la déperdition d'emplois. Mais quand on vous dit un discours anti-agriculteur, vous ne vous sentez pas visé, vous n'avez pas le sentiment? Non, alors déjà parce que on travaille à la formulation des recommandations de politique publique avec des agriculteurs, avec beaucoup d'associations d'agriculteurs avec lesquels on dessine ce modèle agricole et alimentaire vers lequel il est souhaitable d'aller. Et que l'on formule les recommandations de politique publique. Je pense que le débat, il doit porter sur quelle politique publique on veut porter pour accompagner les métamorphoses qui sont déjà Sauf qu'on a des agriculteurs qui nous disent, nous, on se sent un peu agressé verbalement tout le temps. Sophie Primas, est-ce que finalement, c'est pas fondé, ce sentiment des agriculteurs, cet agribashing dont on parle, cette façon de parler d'eux, de leurs pratiques, de les critiquer en permanence? Je crois qu'on est aujourd'hui à un moment assez grave, en réalité, pour l'agriculture. On a des volontés qui sont des volontés sociétales qu'on comprend, la lutte contre le réchauffement climatique, la qualité de notre alimentation. Et tout d'un coup, il y a un emballement médiatique autour de l'agriculture
oubliant que le réchauffement climatique n'est pas le seul fait des agriculteurs, oubliant que la qualité de notre alimentation est la meilleure du monde, elle est reconnue en règle générale, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer de modèle. Vous dites notre alimentation, celle des Français, des Européens ? Celle des Français en particulier, qui est toujours notée comme étant la meilleure du monde. Et en même temps, cette espèce d'urgence à la communication, cette espèce d'agribashing que l'on voit sur les réseaux sociaux, il amène à une urgence qui dépasse le rythme de la nature. Il y a une seule moisson par an, je me parle à côté d'un agriculteur. Et même si on est très volontariste, vous voyez, ce jeune qui est à côté de moi, il est engagé dans du développement durable, dans le changement de ses pratiques agricoles. Mais pour faire cela, il n'a qu'une seule moisson dans l'année et qu'une seule façon de pratiquer son agriculture. On leur demande d'aller trop vite, alors qu'ils sont très engagés, très volontaires pour le faire. Et cette forme de découragement, elle amène à une forme de colère qui, en plus, est à la conjonction d'une crise agroalimentaire, alimentaire et agricole, qui est importante aujourd'hui et qui questionne le renouvellement des générations. Lady Fougier, on est face à quelque chose d'historique. Le témoignage de Vincent Guyot, même celui de Christophe Naudin, c'est la première fois que je manifeste en 18 ans de carrière, me dit-il. Oui, parce que d'habitude, les manifestations, c'était sur des questions de prix, sur des questions de politique publique. Là, on est sur un aspect beaucoup plus identitaire et existentiel. C'est-à-dire, est-ce que, c'est les mots d'ordre, c'est-à-dire, est-ce que les Français veulent toujours de notre agriculture ? La question que posent les agriculteurs, c'est est-ce que vous nous aimez toujours ? Et effectivement, il y a certainement à faire la part entre le point de vue que les Français ont vis-à-vis des agriculteurs, qui est toujours très positif, on le voit dans les enquêtes d'opinion, et des interrogations, voire des critiques formulées sur un certain nombre de pratiques agricoles, notamment les produits phytosanitaires et l'élevage intensif. Avec effectivement une évolution qu'on a pu percevoir dans cette agribashing. En gros, on est passé des pages débat aux pages faits divers. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'était le sentiment qu'avaient de nombreux agriculteurs de faire l'objet de critiques assez systématiques, notamment dans l'espace public et en particulier, disons-le, dans les télévisions publiques principalement, sans parler des émissions spécifiques. Bon, c'était ça qui avait un petit peu hérissé le poil d'agriculteurs. Disons les émissions présentées par Élise Lucet, ils ont les pieds dans le plat. Avec ce tournant de l'émission de février 2016 sur les. D'ailleurs, le Vincent Guyot, que je citais tout à l'heure, a lui-même été dit avoir été victime des journalistes d'envoyé spécial, d'avoir été pris au piège. Ça, c'était effectivement, je dirais, dans l'espace public. Et depuis quelques mois, on voit qu'on est passé dans quelque chose de beaucoup plus grave, sans doute, avec des actes de malveillance, des insultes, des menaces, y compris des menaces de mort, des agressions et des intrusions. Le nombre d'intrusions dans les élevages, a doublé cette année. Alors, là aussi, il faut faire la part entre ce qui relève plutôt de voisins irascibles ou d'individus qui passent par là et qui s'en prend un agriculteur qu'il voit avec son tracteur, avec un épandeur par exemple, et puis des militants, parce qu'en général les intrusions c'est le fait de militants qui vont s'introduire dans les fermes, se filmer et puis dénoncer un certain nombre de pratiques, ce qui est assez nouveau. L214 met des caméras à des complicités à l'intérieur, mais là des militants qui s'introduisent dans les fermes, c'est nouveau, c'est plutôt les pratiques d'un mouvement comme DXE. Une question sur ce point précis, Cyrielle Dénartic, vous cautionnez ces actions, ces intrusions sur les élevages, ou c'est quelque chose que Réseau Action Climat peut soutenir en disant effectivement il faut aller dénoncer, donc il faut y aller Alors on ne travaille pas du tout avec ces associations, on travaille avec des associations de bien-être animal qui accompagnent, qui travaillent avec des réseaux existants pour effectivement améliorer les pratiques. À aucun moment le militantisme ne mène à ces intrusions-là de votre côté et vous ne le validez pas spécialement, quoi. Non. Nous nous concentrons sur la formulation de recommandations de politique publique. On est convaincus que si on veut que dans l'intérêt à la fois des agriculteurs et des consommateurs, on voit transformer ce modèle agricole et alimentaire en crise, comme vous le disiez, il faut que ça passe par la force publique. Donc par la politique agricole commune et par les plans de politique publique qui sont également nationales.
Parce que sur le papier, on a pourtant un exécutif qui semble favorable aux agriculteurs, en tout cas qui affiche son soutien. Le ministre Didier Guillaume a récemment donné une interview au Point, que vous avez peut-être lu. Et à la question, y a-t-il un racisme anti-paysan ? Voilà ce qu'il nous répond, un racisme non. Mais il y a indéniablement un sentiment anti-paysan dans la population française. En 30 ans, je n'ai jamais vu une telle coupure entre les métropoles et la ruralité. Les Français aimaient leurs paysans, mais aujourd'hui, ces derniers se sentent insultés, traités d'empoisonneurs, de pollueurs, comme si quelqu'un vit de la terre allait l'empoisonner. Didier Guillaume, qui s'est exprimé tout à l'heure à l'issue du Conseil des ministres. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir juste après. Cette loi a permis d'avoir, dans le cadre des filières agricoles, la filière bovine, la filière viticole, etc., le fait de mettre le prix de base des productions, notamment animales et laitières, et en fonction de cela, le rééquilibre de la vente de ces produits. Et nous avons fait le constat ce matin que cette loi a permis une remise en cause complète de toutes les organisations, mais que malheureusement, encore aujourd'hui, 1 an après, le compte n'y est pas et que les agriculteurs ne sont pas assez rémunérés. Voilà, on a un gouvernement qui admet, en tout cas un ministre de l'Agriculture, qui admet que le compte n'y est pas. Sophie Primas, qu'est-ce que ça vous... quand je vous dis ce gouvernement affiche un certain soutien aux agriculteurs, vous me dites oui ou non ou bon ? Oui, il affiche en particulier Didier Guillaume, qu'on connaît bien ici au Sénat, il affiche son soutien, mais ça ne va pas assez loin. C'est-à-dire que les États généraux de l'alimentation, qui étaient plutôt une bonne chose, c'est-à-dire de la concertation, de mettre tout le monde autour de la table, de discuter, ont abouti sur cette loi Egalim. Vous savez qu'on n'a pas voté au Sénat parce qu'on pensait que le compte n'y était pas. C'est-à-dire que la substantifique moelle de la loi Egalim au départ, c'était d'améliorer le revenu des agriculteurs. Et en fait, on est tombé sur une loi de pratique commerciale pour la première partie de la loi et d'ajout d'une multitude de nouvelles charges sur l'agriculture. Vous avez senti ce que dit Didier Guillaume aujourd'hui ? Mais bien sûr. Alors, on est passé pour des vieux ronchons, pour des gens qui ne voulaient pas avancer, etc. Mais en réalité, les mécanismes qui sont dans cette loi, nous, on les questionnait véritablement et profondément, considérant que ça ne fonctionnerait pas, le ruissellement du SRP plus 10 dans la grande distribution. Et surtout, ça ne concerne que 20%. Ça ne concerne pas, par exemple, les céréaliers, très peu les céréaliers. Ça ne concerne pas la grande majorité des volumes qui sont faits dans l'industrie laitière. Donc, ce n'était qu'une seule partie. Donc, ça a créé un énorme espoir. Ça a créé aussi un discours pour les consommateurs. Et puis aujourd'hui, ça crée une déception. Voilà. Et je crois que c'est ça qui explique peut-être la situation actuelle. Qui explique qui explique pas l'agribashing, mais qui explique en tout cas la situation renforcée de détresse des agriculteurs. En tout cas, me semble-t-il. Christophe Naudin. Oui, enfin, effectivement, c'est une déception, même si pour moi, étant producteur de grandes cultures, je n'étais pas directement concerné par cette loi-là. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on nous a vraiment présenté, je vais dire le terme vendu, présenté comme une solution, comme quelque chose qui améliorerait notre confort de vie. Et au final, aujourd'hui, non, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas. Même j'ai l'impression que le gouvernement se pose des questions sur réellement, au final, vers qui est bénéficiaire du coup de cette loi-là. Et moi, personnellement, j'ai pas l'impression que ce soit encore une fois les agriculteurs, malheureusement. Donc, on peut se poser la question, encore une fois, qui touche du coup les bénéfices de cette loi. Ouais. Mais sans doute pas les agriculteurs. Donc, il faudrait peut-être faire quelque chose d'autre, encore différent, mais qui soit peut-être travailler directement avec les agriculteurs aussi. Je ne sais pas. Et quand vous entendez les membres de ce gouvernement, et notamment Didier Guillaume, vous vous dites on a un gouvernement qui est quand même de notre côté ou pas ? Les mots que j'ai employés sont ceux de Didier Guillaume dans le Point. J'ai jamais vu une telle coupure entre les métropoles et la ruralité. Les Français aimaient leurs paysans, mais aujourd'hui ils se sentent insultés. Là, vous sentez que vous avez un exécutif de votre côté ? Sur ces mots-là, oui, mais d'autres fois, non. Je vais dire, je pense qu'il n'y a pas assez, en tout cas, ils ne sont pas assez derrière nous. Ils ne nous soutiennent pas assez. On nous demande justement de changer nos pratiques, etc., d'évoluer, d'aller dans un sens peut-être plus respectueux de l'environnement, ça c'est sûr. Et non, je pense qu'ils ne nous soutiennent pas assez, ou en tout cas peut-être pas de la bonne manière aujourd'hui. Eddy Fougier. Didier Guillaume, sans faire de polémique, mais souvent dans une posture de pompier pyromane. C'est-à-dire que d'un côté, il dénonce le fait qu'on accuse les agriculteurs d'être des empoisonneurs. D'un autre côté, il est droit dans ses bottes sur la question du glyphosate, qui est un sujet quand même très sensible dans le monde agricole. Non pas que les agriculteurs soient pour le glyphosate, mais ils se disent
pourquoi nous, on doit arrêter en 3 ans sans qu'on ait de substitut, alors que les moteurs thermiques, il faut attendre 20 ans pour qu'on ait un substitut et qu'on puisse s'adapter. Donc, il y a cette ambiguïté que l'on voit souvent dans le discours de Didier Guillaume, où il commence en disant c'est une honte ce que l'on pense des agriculteurs, et après en disant sur le glyphosate, on est droit dans des bottes. Ceux qui refusent cette idée d'avancer sont mal vus. Et quoi qu'il en soit, le modèle, c'est un peu l'agriculture de nos grands-parents. Cette phrase qui a effectivement fait hérisser le poil d'un grand nombre d'agriculteurs en France. Donc effectivement, on ne sait pas trop sur quel sein se vouer en la matière, et cette ambiguïté très souvent du discours de l'exécutif aboutit à ce qu'il y ait une interrogation légitime chez les consommateurs, parce que quand vous entendez l'ANSES qui dit quelque chose, donc l'agence de sécurité sanitaire, quand vous entendez des scientifiques qui disent autre chose, quand vous entendez le gouvernement qui peut contredire l'ANSES, c'est normal que chez le consommateur moyen, il y ait une forme d'angoisse par rapport à la qualité de sa nourriture ou l'emploi de tel ou tel produit. Céréale Denarty, sur l'ambiguïté peut-être de ce gouvernement. Je voulais peut-être juste revenir sur un point, sur le sentiment d'agression qu'on entend. Je pense qu'il faut quand même faire la différence, distinguer un emballement climatique qu'il y a sur des faits divers qui sont extrêmement violents. Et à dénoncer, d'autant plus quand il s'agit de causes qui sont des nuisances sonores liées à une moisson, ce genre de choses. On est vraiment dans un autre débat pour moi. Je pense que c'est pas du tout généralisé et que les Français aiment encore leur campagne et leur... quand il dit que les Français aiment moins leurs paysans aujourd'hui. Alors moins, je sais pas, je ne veux pas discuter du combien moins ou combien plus, mais en tout cas, ce que je peux ressentir de la part des associations avec lesquelles on travaille, c'est qu'il y a, oui, des attentes vis-à-vis des agriculteurs qui produisent ce que l'on mange, mais il y a du coup aussi beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir vis-à-vis de ces agriculteurs. Ce qui semble émerger, c'est le trop d'attentes. C'est ça que disent un peu les agriculteurs. C'est qu'on a le sentiment que les gens attendent trop et trop vite. Trop vite. Oui, alors, mais c'est là où je dis qu'il faut faire la distinction entre des faits divers extrêmement violents et des attentes qui sont justifiées de notre point de vue et qu'il faut dessiner, rédiger de façon carrée avec les agriculteurs, et on avance ensemble en demandant les politiques publiques qu'il faut pour soutenir, pour accompagner les agriculteurs dans ces transformations. Et je reviens à nouveau sur la politique agricole commune. Et je reboucle également avec votre question de la cohérence entre des discours politiques et qu'est-ce qu'on fait derrière pour accompagner, soutenir les agriculteurs. Je pense que le nœud, c'est vraiment les politiques publiques qu'on a besoin de voir adopter. Et ça, pour vous, il ne le fait pas, ce gouvernement? Non. Il n'est pas du tout en train de le faire. Non, voilà, pour rebondir sur la loi alimentation, pareil, on est extrêmement déçus des résultats qui en sont sortis et de la mise en œuvre. Là, ça fait 1 an, ça va faire 1 an dans quelques jours. On est extrêmement déçus de sa mise en œuvre et on attend encore les résultats. Tout le monde a l'air déçu, Sophie Primas. Oui, le malaise, il vient aussi qu'en fait, on demande à notre agriculture, et donc à nos agriculteurs, des injonctions contradictoires. La population leur demande des injonctions contradictoires. Moi, j'ai dans mon département des gens qui font de la volaille, pour faire des œufs. On leur a dit, il ne faut pas faire d'œufs avec des poules en batterie. Très bien, ils venaient d'agrandir les poules en batterie et d'investir largement. Donc ils disent, très bien, on va faire des poulaillers en plein air. Sauf que quand vous faites un poulailler en plein air, les mêmes qui vous demandent des œufs avec des poules en plein air, ils ne veulent pas du poulailler en plein air parce qu'à côté de chez soi, ça sent mauvais, peut-être, les poules vont sentir mauvais, etc. Donc ils sont dans ces injonctions contradictoires. Et un consommateur trop exigeant. Avec un consommateur qui est différent entre le consommateur et l'habitant de la zone rurale. Vous voyez, c'est la même personne et pourtant des injonctions contradictoires. Et ce ressenti-là d'injonction contradictoire, il l'a également au niveau de la PAC, où je souscris absolument à ce que vous dites. Aujourd'hui, la politique agricole commune n'existe pas. On n'a plus de politique agricole commune. On ne sait pas ce qu'on demande à nos agriculteurs. Qu'on soit clair, qu'on leur donne des moyens différenciés en fonction de l'objectif. Aujourd'hui, on a des objectifs
de temps en temps français, mais certainement pas européen. Et donc, ils se trouvent en situation de concurrence déloyale intracommunautaire. Et on reviendra peut-être à cette question européenne, mais je rebondis quand même sur ce que vous avez dit. C'est intéressant parce que c'est un peu ce que dit Didier Guillaume. C'est un autre passage fort de cette interview dans Le Point et ça, je suis sûre que ça va tous vous faire réagir. Je suis prête alors. Il nous dit « Le bobo parisien a une vision de la ruralité idyllique. Les néo-ruraux ont du mal à accepter la vraie vie à la campagne, les bruits, les tracteurs, les vaches. Critiquer toujours nos agriculteurs, c'est du populisme total. » Et c'est un peu ce que vous disiez dans le sens où effectivement les gens méconnaissent profondément en fait la ruralité et la campagne. Oui, mais même ceux qui habitent à la campagne aujourd'hui viennent râler contre des agriculteurs qui vont travailler dans leurs champs, qui vont passer dans les rues du village tant bien que mal, parce qu'avec les arrangements de voirie aujourd'hui, ils ont du mal, qui vont leur faire perdre du temps. Dont parle Didier. Pas que les néo-ruraux. Il faut savoir aussi que dans la ruralité, aujourd'hui, les gens connaissent peu, en fait, le fait agricole. C'est 1% de la population, aujourd'hui, les agriculteurs. Donc, même si nos arrière-grands-parents se vantent toujours d'avoir des arrière-grands-parents agriculteurs, mais aujourd'hui, l'activité agricole n'est plus connue de l'ensemble de la population des Français. Donc, on essaye de recoudre ça, mais ça demande du temps. Et puis, ça demande d'avoir des ONG, ça demande d'avoir des associations, ça demande d'avoir des écologistes et des personnes qui construisent dans le dialogue, dans le partage, et pas dans la confrontation. Et aujourd'hui, on est trop dans la confrontation, y compris médiatique, y compris twitterienne, y compris facebookienne. Ça vous fait réagir, cette phrase de Didier Guillaume? Ça fait réagir quelqu'un? C'est bobos parisiens qui ont une vision de la ruralité idyllique? Oui? Non, ça vous fait pas réagir. D'accord. C'est pas grave. Il ne fait que reprendre le discours que l'on voit sur Twitter des agriculteurs. Enfin, le bobo, c'est l'archétype du citoyen français que les agriculteurs adorent détester en grande partie. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de démagogie aussi dans cette vie. Disons que l'agriculture, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est ce qu'on peut appeler gris, à rayures, parce que souvent, ce qu'on montre au grand public dans les médias, c'est soit tout noir, soit tout blanc, mais au final, non, l'agriculture, c'est gris parce que on agit avec l'environnement, on travaille avec le climat, etc. Donc, c'est jamais la même chose qui se passe aussi une année sur l'autre. Et à des moments de l'année non plus. C'est une réalité complexe à comprendre et pas mathématique. Tout à fait, exactement. C'est ce que les gens ont peut-être du mal à comprendre, Cyrielle Denartic. Oui, je dirais effectivement, et le consommateur aussi, il est gris ou à rayures. J'aime bien à rayures. Voilà, oui, le bobo parisien à Bordeaux. Enfin, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est peut-être un peu démagogique. Il y a des consommateurs qui veulent manger sain, c'est bien, tant mieux. Enfin, moi, je ne peux que les soutenir. Après, effectivement, dans la formulation des politiques publiques, il faut affiner et réfléchir aux outils d'accompagnement. Alors, on va parler justement d'Europe. Il n'y a pas d'autre gouvernement qui ait fait autant pour l'agriculture que celui-ci. La phrase est signée Didier Guillaume, ministre français de l'Agriculture. Pourtant, les agriculteurs en veulent à cet exécutif et ils en veulent aussi à l'Union européenne. Je voudrais qu'on écoute le témoignage intéressant et poignant de cet agriculteur. Il était chez nos confrères de France 3. Écoutons-le. Et on est écrasé. C'est pour ça que quand je vois le Mercosur, le CETA, c'est des gros coups de poignard. La France, on est capable de fournir... Pourquoi on est la dernière roue de la charrette? Pourquoi on est la balance commerciale, en fait? Ils veulent vendre autre chose ailleurs et du coup, on brade de l'agriculture. C'est pas grave. C'est pas grave, ils se démerderont. Ils ont toujours été habitués, ils se sont toujours adaptés. Sauf que l'adaptation, aujourd'hui, ça fait beaucoup de pots cassés et il y a beaucoup de monde qui laisse la peau. Sophie Primas. Oui, c'est poignant ce témoignage parce que, vous voyez, ces agriculteurs, ils ne comprennent pas pourquoi on les abandonne, pourquoi on leur donne des injonctions contradictoires, pourquoi... Ils sont la dernière roue du carrosse, quoi. Je ne sais pas s'ils sont la dernière roue du carrosse, parce que, oui, mais c'est ce qu'ils pensent, parce qu'ils ont déjà du mal à joindre les deux bouts, ils ont du mal à répondre à exactement ce qu'on leur demande, et d'ailleurs qu'on ne leur demande pas. Ils sont un peu perdus, en fait, dans leurs objectifs. Et là, on sent qu'ils s'en prend aussi à l'Union européenne. Mais c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, pour la prochaine PAC, on dénonce un peu le risque de renationalisation de notre politique agricole commune dans chacun des pays, avec des axes différents qui seront choisis. Donc face à une Pologne, par exemple, très productiviste, ou face à, je pense à l'Espagne, où il y a des pratiques très industrielles, de masse, de production, etc., nous, on va avoir une politique très ciselée, très exigeante sur la qualité, de montée en gamme, etc. Et donc, on est en perte totale de compétitivité pour notre agriculture sur une grande majorité de la consommation des Français. Et ça, les agriculteurs ne peuvent pas le comprendre. Christophe Nodin, c'est un problème pour vous, l'Europe?
La question est un peu basique, ça dépend pardon, des jours, mais elle est claire. Ça pourrait être une très belle solution, mais effectivement, il y a des jours où c'est un problème parce que il y a des normes qui sont... Déjà, on n'a pas les mêmes normes, nous, en France, que des agriculteurs en Roumanie ou en Espagne, notamment sur l'usage des produits phyto ou d'autres normes. Donc oui, il y a une superposition aujourd'hui... qui peut être française, mais aussi des fois, c'est l'Europe qui peut bloquer. Des fois, c'est l'inverse, c'est la France qui bloque plus que l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a peut-être pas été bien fait dans le fonctionnement de l'Europe, qu'il faut améliorer. Et je pense qu'on a tout à construire ou reconstruire pour que justement l'Europe soit une solution pour l'agriculture française, mais pour l'ensemble des agriculteurs européens aussi. Surtout. Et ça met ça met la France dans une position schizophrénique, Eddy Fougier, c'est-à-dire à la fois devoir aider les agriculteurs, les pousser vers la transition écologique, et en même temps l'Europe qui va signer le CETA, le Mercosur. Du coup, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, pour tout le monde d'ailleurs, pas que pour les agriculteurs. Je vais vous raconter une histoire que m'avait raconté un agriculteur qui produit des pommes avec un écolabel. Le gouvernement lui dit d'être dans cette logique de transition écologique. Il le fait et il me dit que le prix de ces pommes est 3 fois supérieur au prix des pommes polonaises. Donc bon, c'est la logique du marché. Les pommes polonaises utilisent des produits qui sont interdits en France, sauf que le gouvernement français, pour des raisons budgétaires, dans ses cantines, achète les pommes polonaises. Donc effectivement, d'un point de vue schizophrénique, vous l'avez bien dit, c'est inaudible pour un agriculteur qui essaie de s'adapter à ce que le gouvernement et ce que les consommateurs attendent, qui joue le jeu, et en même temps, l'Europe est dans une autre logique, et le gouvernement suit cette logique du toujours moins et du moins cher. Donc c'est ça qui est compliqué aux yeux des agriculteurs. Cyril Denarty, quelles sont les solutions alors ? Qu'est-ce qu'il faut ? Du circuit court ? Il faut recréer du lien ? Christophe Daudin parlait de communication, de faire revenir les gens peut-être dans les fermes, dans les exploitations, pour leur montrer comment ils travaillent. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors il faut, je pense avant tout, là on est en pleine négociation sur la politique agricole commune, il faut vraiment investir ce champ-là. Il faut absolument qu'on adopte une politique agricole commune au niveau européen qui soit forte et qui soit claire dans les objectifs visés. Il faut que cette PAC, elle veuille réellement transformer le modèle agricole et alimentaire qui est à bout de souffle aujourd'hui. Ça, il faut que ce soit clairement dit et pas par des petites mesurettes à la marge de la PAC. Il faut que la PAC, dans son ensemble, vous dites il faut, mais est-ce que vous trouvez des oreilles attentives ou pas ? Alors, pas assez aujourd'hui. Alors, les négociations sont assez lentes. Non, pas assez. Alors, la prise de conscience commence à venir qu'il est important de transformer cette politique agricole commune, mais voilà, c'est en cours, on va dire, du côté des politiques. Il faut que ça aille bien plus vite, malheureusement. Et donc ça, c'est la politique agricole commune. On en a besoin parce que c'est la politique la plus structurante pour la production agricole. C'est une partie des revenus des agriculteurs. Mais il faut aussi les politiques en France qui viennent avec. Vous avez parlé des cantines scolaires. L'exemple est très parlant, effectivement. Il faut absolument... En ce moment, on est en train de négocier le... projet de loi de finances 2020, une de nos demandes, par exemple, c'est que soit adoptée une prime à la conversion pour les cantines qui vont plus loin que ce que dit la loi et qui se fournissent le plus localement possible, durable. Donc pour vous, la France peut agir indépendamment de l'Union européenne. Tout n'est pas lié à l'Europe. On a quand même une marge de manœuvre. Lié à l'Europe. Pour ce qui est de l'agriculture et de l'alimentation, un gros paquet. Mais on a une marge de manœuvre, nous, et à on Paris. a une marge de manœuvre sur les cantines scolaires, sur le programme national nutrition santé qui accompagne la transformation de l'assiette aussi, donc de la demande. On a besoin de jouer sur tous ces niveaux-là. Sophie Primas. Oui, je partage cela. Je dis simplement que dans la loi Egalim, où on a mis des contraintes pour les cantines scolaires en particulier, qui ne sont pas payées par le gouvernement, mais par les collectivités territoriales, au passage. D'où la conversion en projet de loi de finances. Oui. Ce qui est très, très compliqué. Moi, je me suis opposée, par exemple, au 20% obligatoire de bio. Pourquoi ? Pas parce que je suis contre le bio. Je suis ravie que tout le monde puisse manger du bio. Sauf que le bio, comme on n'est aujourd'hui pas en capacité de production du bio, tous les restaurateurs et toutes les sociétés de restauration collective vous disent aujourd'hui, on ne sait pas aller chercher les 20% Donc on va aller le chercher à l'étranger. Donc on va aller le chercher ailleurs. C'est l'inverse de ce qu'on veut. Donc je pense qu'il faut être ambitieux, mais il faut aussi mettre des moyens. Il faut accompagner les agriculteurs dans la conversion en bio et pendant les 3 ans où ils sont dans cette conversion en bio, parce que vous avez raison, pendant cette période-là, ils perdent des rendements, ils perdent de l'argent parce qu'ils ne sont pas en conversion bio.
figure. Donc il faut maintenir les politiques publiques et puis après mettre des objectifs ambitieux. Je pense qu'il faut travailler tout en même temps. Mais il faut travailler tout en même temps. Il faut vraiment pousser. Juste pour vous dire, moi je suis d'accord sur le fait qu'on est assez faiblard, pardon du terme, dans les négociations européennes sur la PAC. La France n'est pas suffisamment représentée, elle n'est pas aux instances qui comptent, elle a perdu ses députés européens très influents, je pense à Michel Dantin, Angélique Delahaye, qui étaient des gens qui poussaient vraiment, et elle se trouve aujourd'hui face, pardon, je veux dire, à des pays très puissants au niveau agricole, et je pense notamment à la Pologne, qui ont des politiques et des notions politiques, des objectifs politiques agricoles qui sont très différents des nôtres. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, mouvement donc des agriculteurs demain dans toute la France. Merci d'avoir participé à ce grand débat. Demain, à 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Annie Genevard, secrétaire générale DLR, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Et puis ne manquez pas, audition publique ce soir sur Public Sénat. L'invité, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Bonne soirée.